Salutations humains, ici Dark. Voilà un petit moment qu'on ne s'est vu. Vous devez certainement vous douter que j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, votre planète a terminé sa rotation complète autour de l'étoile de votre système stellaire pour en entamer une nouvelle. Et j'ai cru comprendre que vous aviez une sorte de tradition vis-à-vis de ça. Par respect pour vous, je vais donc m'y plier. Bonne année 2021 à chacun et chacune d'entre vous. Ensuite, je constate que l'épidémie qui vous cause des ennuis depuis une année maintenant n'est toujours pas terminée. Je me permets donc de vous communiquer tout mon soutien. Et enfin, une triste nouvelle m'est parvenue. Vous avez perdu nombre d'individus qui vous étaient chers, et parmi eux un certain Sean Connery. Je me suis dit que je pouvais essayer de lui rendre hommage, et pour ça, il me fallait choisir un film dans lequel il a joué. Oui, mais quel film? Un James Bond? Non, je n'en ai vu aucun et je n'ai jamais été attiré par la licence. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Non, ça serait une insulte que de lui rendre hommage avec le film qui l'a poussé à prendre sa retraite. Indiana Jones et la dernière croisade? Ah, il y avait de l'idée, mais je n'avais pas envie de parler d'une fiction qui se déroule dans les années 30. Highlander? Oh, qu'il me tenterait bien celui-là. Mais non, je voulais m'attarder sur un film qui a su me toucher quand je l'ai vu alors que je n'étais encore qu'une toute petite boîte de conserve. Et j'ai su lequel choisir. Mes amis, enfilez vos cottes de mailles, préparez vos boucliers et levez vos épées, car aujourd'hui, c'est Cœur de Dragon. Cœur de Dragon, ou Dragonheart dans sa version originale, est un long métrage produit par Universal Pictures et sorti en 1996. C'est le 4e film de Rob Cohen, qui réalisera plus tard le premier volet de la saga Fast and Furious. À l'origine du projet, on trouve le scénariste Patrick Reed Johnson qui, à la fin des années 80, propose à la productrice Rafaela De Laurentiis le concept d'un chevalier et du dernier des dragons qui, dans une impasse, passent un accord et finissent par escroquer des villages en leur soutirant de l'argent par ruse. Il était prévu que ce soit John Badham qui dirige le long métrage, mais il n'aurait visiblement pas fait l'affaire et finalement, c'est Johnson lui-même qui prend la direction du projet. Il s'associe alors avec le scénariste Charles Edward Pogg pour écrire le script, qu'il termine en 1990 avant de le soumettre à Universal qui leur donne leur feu vert tellement les dirigeants du studio sont émus. Mais les ennuis commencent avec les premiers tests de marionnettes, dont on reparlera plus tard. Le studio n'est pas convaincu et, interprétant ses essais comme une estimation de la qualité finale du produit, cherche à mettre Johnson sur la touche. Dans le même temps, l'arrivée des images de synthèse sur le projet, sur laquelle on reviendra également, oblige à une réduction du temps d'écran de Draco, ce qui implique une première révision de script. Universal finit par rompre le contrat passé avec Johnson, qui n'a alors plus été crédité que comme scénariste. De Laurentiis approche 2 autres réalisateurs pour le remplacer, sans succès, mais après avoir travaillé avec Rob Cohen sur le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee, la productrice lui propose la direction du projet, ce qu'il accepte. Cependant, Cohen s'attribue des idées qui ne sont pas les siennes et apporte plusieurs modifications au script qui vont l'amoindrir, ce dont on reparlera également plus tard. Par ailleurs, Universal décide d'augmenter le potentiel commercial du film en l'adaptant à un jeune public, ce qui va causer la disparition ou l'atténuation d'éléments jugés trop sérieux voire graves, et l'ajout de beaucoup d'humour. Et voilà Draco! Il était temps! Enfin, faisons un petit détour par le domaine musical. C'est Jerry Goldsmith qui devait initialement composer la bande originale, mais il a quitté le projet après l'éviction de Johnson. Il a été remplacé par Randy Edelman, qui a apporté au film ce que je considère comme étant sa plus grande qualité. Bon, je vous aurais bien passé quelques extraits, mais je sens que YouTube ne va pas me laisser faire. Du coup, je vous mets une fiche qui vous mènera à une suite compilant les principaux thèmes du film. Bref. Finalement, Cœur de Dragon sort le 31 mai 1996 et rapporte 115 millions de dollars de l'époque pour un budget de 57 millions, ce qui en fait un succès commercial incontestable, même si l'accueil critique est plus réservé avec un maigre 50% sur Rotten Tomatoes. Le film a néanmoins remporté 3 prix, à savoir celui du meilleur film fantastique, celui de l'effet visuel de l'année, ainsi que celui de la meilleure performance vocale pour la prestation de Sean Connery. C'est un beau palmarès. Le film met en vedette une poignée d'acteurs que l'on va présenter de suite.
Sir Bowen, chevalier de l'ancien code et tueur de dragons, est incarné par Dennis Quaid. Au départ, ça devait être Liam Neeson, mais le studio a refusé prétextant que le public n'accepterait jamais l'acteur comme héros de films d'action. Sacrément ironique vu la carrière du bonhomme. Le principal antagoniste du film, le tyrannique roi Aenon, est interprété par David Thewlis, que l'on retrouvera quelques années plus tard dans le rôle du professeur Lupin dans la saga Harry Potter, puis chez le DCEU en prêtant ses traits à Arès, le dieu de la guerre. Comme le monde est petit. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas le seul comédien du film que l'on retrouvera chez Harry Potter, puisque Jason Isaacs, qui joue ici Lord Felton, un autre antagoniste, incarnera Lucius Malfoy. Le monde est très petit. Et alors, truc vraiment marrant, le nom de famille du perso est Felton. Hein. Et comment s'appelle l'acteur qui campe Drago Malfoy, le fils de Lucius, dans la série Harry Potter ? Tom Felton. Non, franchement, des coïncidences comme ça, c'est quand même beau. J'adore. Fin de la parenthèse. Dans le rôle de Kara, une paysanne désireuse de venger la mort de son père, on trouve Dina Meyer, qui, pour l'anecdote, est la deuxième personne à avoir auditionné pour ce personnage. Et bien sûr, Draco est interprété par le regretté Sean Connery. S'il ne donne que de la voix sans jamais apparaître du fait de la nature de son rôle, les responsables des effets visuels ont étudié son visage à partir de séquences de ses précédents films pour aider à l'animation du modèle 3D du dragon. Et pour en finir avec les acteurs, Brock, un autre antagoniste du film, est incarné par Brian Thompson. Savez-vous quel film il a tourné juste après ? Mortal Kombat Destruction Finale ! Décidément, le monde est beaucoup trop petit. Au Moyen-Âge, Sir Bowen, un chevalier de l'Ancien Code, transmet son savoir au jeune prince Aenon. Lorsque son père, le terrible roi Freyne, meurt tué par des rebelles, il s'empare de la couronne, mais, suite à un empalement accidentel, se retrouve mortellement blessé. Bowen et la reine le conduisent alors auprès d'un dragon qui lui fait jurer de défendre son peuple avant de lui offrir la moitié de son cœur pour lui sauver la vie. Malheureusement, Aenon se montre tout aussi cruel que son père et renie son serment, réduisant ses sujets en esclavage. Bowen, convaincu que le dragon est responsable de la monstruosité soudaine de son disciple, jure de le traquer et d'exterminer tous les dragons. Je vais résumer assez simplement la chose, la réalisation du film est très correcte. Bon, elle n'a certes rien d'exceptionnel, mais elle retranscrit bien ce que l'on doit voir et comprendre, et en dehors de quelques plans parfois un peu convenus, force est de constater que ça fait largement le taf. Ce qui est un petit peu moins le cas de l'écriture qui s'avère être le principal point faible de l'œuvre. Sauf que pour aller plus loin, je vais devoir spoiler des éléments de l'intrigue, donc pour celles et ceux qui voudraient conserver leur plaisir de découverte, je vous invite à vous rendre au temps indiqué. Le film a une structure banale, avec d'un côté le triangle classique, constitué du héros badass au grand cœur, de la nana love interest et du comic relief de service, et de l'autre un méchant pas gentil parce que c'est comme ça, hein, voilà. Ça aurait été un peu plus impactant avec un peu plus de développement, mais les réécritures ont fait beaucoup de mal. Par exemple, la seule chose qui définit Frère Gilbert est sa fonction comique. On peut même pas parler franchement de personnage. Alors que, dans le script d'origine, Bowen et le moine devaient discuter près d'une rivière et partager leurs objectifs et motivations. C'était l'occasion de donner du relief aux religieux. Mais la scène a été retirée du scénario. Draco, lui aussi, a perdu de sa superbe. Au cours de sa confrontation avec Bowen, il fait remarquer que, ils sont tous les deux dans une impasse. Si le dragon tue le chevalier, il sera quand même traqué ultérieurement jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si Bowen tue Draco, le dernier des siens, il se retrouvera sans travail et son statut d'ennemi de la couronne ne lui laisse aucun avenir. Draco lui propose donc une trêve ainsi qu'un compromis, mettre en scène des attaques de village et mise à mort de dragons pour que le chevalier continue à gagner sa vie en arnaquant les seigneurs du royaume, tous aux ordres d'Aenon. Dans le film, ce pacte ne va pas plus loin. Tout au plus, Draco explique-t-il à Bowen que cette mascarade finira par nuire aux paysans, justement parce qu'ils sont inféodés aux seigneurs. Ces derniers n'auront clairement aucun scrupule à les taxer toujours plus pour éponger le coût que leur vaut la manœuvre de Bowen. Vu comme cela, l'initiative de Draco est directement responsable du malheur des sujets.
Pour un être supposé sage, c'est plutôt incohérent. Mais dans le script d'origine, Draco lui propose ce plan dans un but très précis, tester sa morale. Car à ce stade, il a renoncé à l'ancien code. Il ne sert plus les nobles idéaux qu'il défendait jadis. Et à force d'arnaquer des villages de plus en plus pauvres, il aurait fini par ouvrir les yeux et réaliser que nuire au roi ne pouvait plus justifier ses actions. Et cela aurait probablement pu le conduire à vouloir se reprendre en main et orchestrer la révolte finale visant à éliminer Einon une bonne fois pour toutes pour libérer le royaume. Sauf que non. En l'état, le revirement de Bowen se fait par l'opération du Saint-Esprit quand, perdu, il entend la voix du roi Arthur. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Non, l'autre roi Arthur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Quant à la rébellion, elle est au départ essentiellement portée par Kara, et principalement pour se venger du meurtre de son père, et non pour libérer les sujets. Une motivation pas franchement saine pour une protagoniste, ce qui ne sera jamais traité par le film. D'ailleurs, Kara aussi est amoindrie par les coupes dans le script. Le gros de ce qui concerne sa romance avec Bowen a disparu, ce qui n'est pas forcément un mal, car reléguant sa fonction de love interest à un simple non-dit. Oui, parce que bon, vous m'excuserez, mais en règle générale, le rôle principal féminin dans un film est quasiment tout le temps le love interest du héros. Pour une fois qu'on y échappe plus ou moins, on va pas se plaindre. Quant au viol que lui fait subir Einon, il devient simplement sous-entendu. D'ailleurs, parlons-en du tyran. À l'origine, son parcours aurait dû être le suivant. Calme et impassible au début, car conscient de son immortalité. Puis il réalise qu'il est maintenu en vie par le cœur de Draco, ce qui signifie que la mort du dragon entraînerait fatalement la sienne, et là, il devient fou et instable. Le problème, c'est que dans le film, on sent son instabilité dès qu'on le voit adulte, et à cause de ça, il n'a ni arc narratif, ni évolution. Il reste le même jusqu'à sa mort en fin de film. Quelle occasion manquée! Et en plus de tout ça, on assiste à des incohérences difficilement excusables, notamment dans cette scène où Bowen tente une nouvelle fois d'arnaquer des villageois qui, cette fois, sont vraiment très pauvres. Il ne fait selon moi aucun doute que c'est ce village qui aurait dû pousser le chevalier à remettre en question son stratagème dans le script original. Le chef des villageois explique que le dragon tue toutes leurs bêtes, et le scénario nous fait comprendre qu'ils sont affamés, car lorsque Draco chute dans une rivière sans profondeur, tous les paysans se jettent sur lui en répétant en boucle « La viande, la viande, la viande, la viande, la viande, la viande, la viande !» Mais comme le dragon s'échappe, il se retourne contre Bowen, Kara et frère Gilbert en répétant la viande. Preuve qu'ils sont dans un tel besoin de nourriture qu'ils sont prêts au cannibalisme. Et ça aurait totalement pu marcher si le réalisateur n'avait pas ajouté plein de cochons. Et vous savez pourquoi il les a ajoutés, ces cochons? Parce que cette scène marque le retour de frère Gilbert, le comic relief. Et quelle entrée plus adaptée pour un tel personnage que celle impliquant de franchir un mur de cochons. Et bien sûr, quand tout le monde éclate de rire lorsque Kara affirme que le dragon est l'acolyte de Bowen, parce que comprenez bien que personne ne la croit, la montrer derrière un autre groupe de cochons accentue son humiliation. Alors ok, c'est bien pour l'humour, ça fonctionne, mais niveau cohérence, on repassera. Mais malgré tout ça, le film parvient quand même à se montrer épique et même plutôt malin par moments. Par exemple, cette scène. Einon retrouve Bowen. Bon, comment, pourquoi, on ne sait pas, mais bon, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est que les deux vont se livrer un duel à l'épée. Et Bowen est un meilleur épéiste que son ancien protégé, il est donc destiné à gagner. Mais ce duel n'est pas qu'une épreuve d'escrime, c'est aussi une joute mentale. Et quand Einon révèle qu'il s'est servi de lui uniquement pour qu'il lui transmette sa maîtrise des armes, Bowen perd ses moyens, car le chevalier considérait ce garçon comme son propre fils, et voir ce qu'il est devenu et découvrir qu'il l'a dupé le fait souffrir. Il est blessé non pas au corps, mais à l'âme, et le duel penche alors en faveur du tyran qui l'emporte. Oui, il y a dans ce film de beaux moments comme celui-ci, où ce qu'il se passe sous nos yeux est tout aussi concret que symbolique. De même, l'histoire dresse un parallèle intéressant. Einon représente la noblesse institutionnelle, mais la véritable noblesse, celle de l'âme, est incarnée par Draco, qui fait son possible pour guider les humains
et va jusqu'à donner sa vie pour les protéger et réparer son erreur d'avoir permis à un monstre de vivre. Le film nous conte la fin d'un règne, mais ce n'est pas tant celui d'Ainon que celui des dragons. Et malgré ses évidentes faiblesses narratives, il a su toucher le cœur de nombre de spectateurs qui ne sont pas prêts de l'oublier. À l'origine, Draco devait être animé de manière traditionnelle avec des marionnettes créées à partir du design proposé par Gary Pollard, un sculpteur ayant travaillé sur Alien 3. Une du corps entier à l'échelle 1/4 et une de la tête en taille réelle. Ils ont commencé le tournage du film avec la scène du feu de camp, mais cet essai n'a pas convaincu Universal, qui estimait que le dragon devait avoir des mouvements dynamiques. Et puis Jurassic Park est sorti avec son T-Rex intégralement en images de synthèse, et le résultat était si convaincant que la productrice a décidé de recourir à ce procédé, et c'est ainsi que la société d'effets spéciaux Industrial Light and Magic, créée par George Lucas lui-même, a été rattachée au projet. Sauf que là où le T-Rex a moins de 7 minutes de temps d'écran dans Jurassic Park, Draco est présent pendant près de 23 minutes, plus du triple, sans compter que, contrairement au dinosaure qui reste un simple animal, le dragon est un être conscient, pensant, doté de sa propre personnalité, capable de parler et devant exprimer des émotions. Autant dire que la tâche était ardue. Cohen a donc embauché Phil Tippett, un producteur d'effets visuels spécialisé dans la conception de créatures et l'animation de personnages, qui a lui-même travaillé en étroite collaboration avec le sculpteur Peter Conning. Entre 20 et 30 maquettes ont été nécessaires avant d'arriver au résultat validé par le réalisateur, qui est donc celui du film. Enfin, presque celui du film. Le design voulu était encore un peu différent, mais des contraintes de temps ainsi que des problèmes de logiciel ont influé sur le résultat final. Par exemple, ses ailes et ses écailles devaient être iridescentes et donc changer de couleur en fonction de l'angle de vue, et son envergure devait être 2 fois plus importante. Au total, il a fallu 5 mois à 4 modélisateurs pour créer le modèle final. Et le résultat est impressionnant. Honnêtement, en redécouvrant le film après tant d'années, je craignais que Draco ait pris un méchant coup de vieux, mais finalement, pas tant que ça. Alors, il est clair qu'on peut faire encore mieux sur Terre de nos jours, mais à part quelques plans qui jurent et le fait que certaines incrustations se sentent, comme ici par exemple, on est quand même à des années-lumière d'un truc dégueulasse comme le reptile de Mortal Kombat. C'est vraiment propre et crédible, et ce principalement grâce aux soins hallucinants accordés à l'animation. Draco respire l'authenticité et l'humanité, et c'est clairement la plus grande réussite du film. Sachez-le, la licence Cœur de Dragon a continué à vivre après le film. Comme cela se fait parfois, le long-métrage a connu une novélisation écrite par Charles Edward Pogge. Oui, le même scénariste qui a coécrit le script original du film avec Johnson. Ce roman est bien plus fidèle à l'histoire d'origine, telle qu'elle était avant les ingérences de Cohen et d'Universal. Plus sombre, le récit développe davantage l'univers et les personnages. Paru en juin 1996, soit 3 mois après la sortie du film, le livre a été traduit dans plusieurs langues, dont le français. Hélas, il n'est plus édité, donc si vous voulez vous le procurer, il va falloir chercher du côté de l'occasion. Et en 1999, le long-métrage a connu une autre adaptation littéraire, cette fois sous forme d'une novélisation junior, écrite par Adriana Gabriel. Et comme ça se faisait aussi régulièrement à l'époque, il a été adapté en jeu vidéo en 1996. D'abord sur PlayStation 1 sous le titre Dragon Heart Fire and Steel, un beat'em all aussi beau qu'excellent. Spoiler, il est hideux, ce qui en dit long sur sa qualité, ainsi que sur Game Boy, où il est déjà meilleur. Mais pour en revenir au cinéma, on aurait pu penser que l'histoire achevée du dernier dragon resterait à l'état de one-shot, c'était logique, sauf que non. Des films, il y en a eu 4 autres. Alors, je n'ai pas encore vu les 3 derniers, donc pour le moment je ne saurais dire ce qu'il en est, mais le deuxième, intitulé Cœur de Dragon, un nouveau départ, a été conçu comme une suite directe, ce qui est complètement con quand tu connais la fin du film original, et surtout, c'est de la merde, tout simplement. Du coup, je ne saurais trop vous recommander de rester sur le premier film. Cœur de Dragon est un film particulier.
Objectivement correct, mais sans plus, il a su trouver une place dans le cœur des gens grâce à l'histoire émouvante du dernier des dragons, portée par une magnifique musique qui en aura touché plus d'un. Et surtout, il a poussé encore plus loin l'incroyable prouesse technologique qui avait su donner vie au T-Rex de Jurassic Park. Et rien que pour ce bond en avant formidable, le film mérite de rester dans l'histoire du cinéma. Ainsi s'achève cette vidéo. Ce fut un plaisir doublé d'un honneur d'avoir pu consacrer un épisode à ce film que beaucoup gardent en mémoire avec une tendresse capable d'émouvoir même un pauvre tas de ferraille comme moi. Pour celles et ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent, qu'avez-vous pensé du long métrage ? Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines productions. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt, humains.